Lors de son dernier voyage en terre européenne, une partie de la diaspora congolaise a exprimé au chef de l'État leur désir de voir la Constitution révisée. Depuis ce moment, plusieurs langues à travers le pays en parlent. Est-ce qu'il y a une opportunité quant à la révision de la Constitution? Est-ce que c'est le moment? Ce sera la première question à laquelle nous allons nous apaisantir dans cette émission. Et revenant au pays, nous parlerons ensuite des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Quel dénouement pour ces élections à la Chambre basse du Parlement. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Merci de choisir Congo 26 Télévision. C'est le moment de votre débat contradictoire. Prenez place et suivez attentivement. Maintenant. Aux allures d'analyse politique, comme nous le faisons rarement, aujourd'hui, je vous préviens déjà que le débat contradictoire ne sera pas très houleux comme les deux dernières éditions que vous avez vues. Nous avons pris des analystes politiques. Question de vous donner un peu plus de pédagogie dans cette émission. Je vais prendre celui qui vient pour la première fois dans cette émission, Symphorien Kayembe. Il est analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Merci beaucoup pour l'invitation. Je profite également de saluer tous les Congolais qui sont en train de nous suivre à ces moments. Nous sommes venus ici non seulement pour parler du Congo, mais aussi balayer les ordures que les analystes politiques sont en train de laisser partout dans les médias sur la question de la révision de la Constitution, et y compris aussi les contours de l'organisation de l'élection pour les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Nous sommes déjà au 5e mois que nous n'avons pas encore un bureau définitif. Et c'est le peuple congolais qui... 5e mois après les élections, évidemment. 5e mois après les élections. Nous connaissons tous que c'est l'Union sacrée qui est une plateforme majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, mais on se pose la question pourquoi les choses ne marchent pas. Et le peuple congolais est en train de souffrir à ce moment ici. Donc nous voulons savoir la vérité, et ceux qui sont en train de nous suivre vont aussi connaître la vérité sur cette question de l'élection du bureau définitif. On a senti d'entrée de jeu les intentions de Symphorien Kayembe, le tout premier invité que nous recevons dans ce débat contradictoire. Nous allons prendre un autre. Pour lui, c'est la deuxième fois. Il était, vous allez vous souvenir, face à messieurs Yeli, évidemment. Le nom va venir. Dédé Amouli, merci beaucoup. Comprenez qu'on est en compagnie, évidemment, de Jojo Maélé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher monsieur Jade. Merci beaucoup pour votre invitation. Très heureux d'y être, surtout que nous allions parler d'une très bonne recette qui est très pédagogique, la révision constitutionnelle. Mais laissez-moi mettre un mot sur une question qui est en train de brûler la toile, la question sur les lampadaires et le forage. Vous savez, aujourd'hui... Je rappelle que tu es analyste politique très proche de l'Union sacrée. Exactement. Mais parler de lampadaires, on aimerait voir comment tu vas finir avec ce discours. Au fait, à un moment, lorsque nous avions des colorations politiques, il faudrait savoir, nous avions une certaine coloration, c'est l'État congolais, c'est la nation congolaise. Lorsque l'État congolais souffre au regard de certaines institutions qui le font souffrir, il faudrait que nous haussons les tons. Aujourd'hui, le ministre Kazadi, vous avez vu son narratif, un narratif incohérent. C'est pour la première fois que je vois un ministre dire qu'il a été sous pression d'un gouverneur. Nous avions vu un certain monsieur Mike Kassenga qui a escroqué la République depuis Mouzé Laurent Désiré Kabila, pendant la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est revenu encore aujourd'hui en étant chef d'une entreprise, entre guillemets, je ne sais pas si ça serait monté. Alors, nous sommes face à une saleté énorme, une saleté qui fait à ce que des millions de Congolais soient volatilisés. Et nous voulons que les rendements... Tu voulais dire des millions de dollars, de Congolais soient volatilisés. Je pense que lorsque je suis en train de faire la symbiose de ces dossiers lampadaires, le dossier forage, vous allez constater qu'au jour où nous sommes, les 10% de travail n'a pas été fait. Nous adoptons le même langage que l'IGF. Nous voulons voir un rendement. L'IGF a donné l'ultimatum à M. Eric Kassenga et son entreprise de livrer les forages 241 forages au regard des 71 millions qu'ils ont reçus. Et je suis en train aussi d'interdire certaines personnes très mal intentionnées aujourd'hui qui fustigent M. Lingeti.
Moi, je pense que M. Alinguet, il fait que son travail, il est dans ses attributions. M. Alinguet, il doit fourrer son nez dans tout ce qui est finance de l'État. Donc, il n'y a pas un duel entre M. Kazadi et M. Alinguet. Très bien. M. Alinguet, il fait que son travail et je pense que nous, ce que nous voulons, le Congolais, c'est trouver la clarté dans ces dossiers parce que c'est inconcevable. Voir des forages qui coûteraient des millions comme ça, c'est très inconcevable. Et je pense que le ministre Kazadi aussi a une responsabilité extrême parce que c'est lui qui débourse de l'argent. C'est lui les caissiers de la Oui, République. Alors nous allons nous apaisantir dans nos prochaines éditions sur cette question. On observe son évolution. C'est une question qui est restée et qui taraude toujours dans l'actualité. Un petit commentaire quant à ce Symphorien KMB. Il vient de parler des dossiers lampadaires et forages. Un commentaire en 30 secondes, en tout cas, on va aller très vite. Merci beaucoup. Par rapport à cette question, il y a une cacophonie dans le monde médiatique. Il y a des gens qui pensent que M. Alinguet a allumé une guerre contre l'IDPS. Ici, il ne s'agit pas d'une guerre contre quelconque parti politique, mais il s'agit d'un travail que quelqu'un est en train de faire. Aujourd'hui, personne ne peut nier le travail de Gilles Alinguet vis-à-vis du régime Tshisekedi. C'est lui d'ailleurs qui est en train de faire beaucoup de points de ces côtés-là. Donc, nous voulons que la vérité soit éclairée par la justice parce que M. Gilles Alinguet a mené les enquêtes sur les effets que M. Kazadi ne nie pas. Parce qu'aujourd'hui, devant les médias, M. Kazadi est en train de parler des choses qu'il a de la maîtrise, mais il ne veut pas dire la vérité aux Congolais. Nous avons besoin tout simplement de la vérité. La vérité, c'est quoi? Nous dire un prix normal de la lampadaire et livrer les forages aux Congolais parce que c'est un projet qui aidait plus de 200 villages. Et aujourd'hui, si on compte les forages, c'est moins de 5 villages qui sont servis. Et cet argent-là est parti où? Et maintenant, monsieur... D'ailleurs, Jojo vient de dire que le 10% d'ailleurs de ces travaux ne sont même pas... D'ailleurs, moi, je pense que les 10% que Jojo a soulevé, ce n'est pas exactement ce qui est sur terrain. Aujourd'hui, M. Kazadi, au lieu d'expliquer les Congolais comment il a dépensé cet argent-là, sans impact sur terrain, il commence à droguer les journalistes, il est en train de droguer la presse avec les billets verts pour qu'on puisse le soutenir dans des bêtises. Ça, même si nous sommes les analystes proches de l'Union sacrée, on ne peut pas accepter parce qu'il s'agit de notre pays et ces forages-là allaient profiter par exemple à mon grand-père, mais Kazadi a mangé cet argent-là avec ses copains et aujourd'hui, il a lancé des moyens, je dis bien, il a lancé des moyens dans la presse et presque beaucoup de journalistes sont drogués, ils sont en train de soutenir des choses qu'ils ne maîtrisent pas, mais nous avons besoin que la vérité soit dite et la justice doit faire son travail. Aujourd'hui, M. Kazadi et consorts sont interdits de sortir des territoires nationaux. Nous voulons que la justice puisse suivre cette affaire, donc de manière à ce que les Congolais soient satisfaits à la fin des enquêtes judiciaires. Dossier à suivre, comme on vient de le dire, évidemment, on en parlera dans la suite et bien sûr dans nos prochaines éditions. Question pour nous d'observer avec un œil très attentif le dénouement de ces dossiers. Revenons sur l'essentiel, ce que nous avons prévu, ce dont nous parlerons et que nous avons préparé pour vous ce soir, chers téléspectateurs. On va commencer bien sûr par cette question autour de la révision de la Constitution. Une question pour toi, Jojo Maïlan, on va commencer avec toi. C'est vrai, le 3 mai, si mes notes sont correctes, le président de la République a vu une frange de la population congolaise éparpillée à travers le monde, plus précisément la diaspora de la Belgique, qui lui ont demandé de mettre sur sa table pour ce mandat une question cruciale liée bien sûr à la révision de la Constitution. Depuis ce moment, plusieurs langues en parlent. Est-ce que tu penses, en tant qu'analyste politique, qu'il est opportun en ce moment que l'on révise la Constitution du 18 février 2006? Merci, M. Jade. Je pense qu'il est opportun pour moi. Aujourd'hui? J'ai dit, je pense qu'il est opportun pour moi. Que ce soit aujourd'hui ou demain, ça dépend de ce que vous voulez comme vocabulaire. Mais il faudrait poser les jalons sur la question de la révision constitutionnelle. Voici la démarche que je vais emprunter. J'ai dit au peuple congolais et à toutes les personnes qui nous suivent de partout qu'en démocratie, l'expression révision constitutionnelle n'est pas un tabou. Déjà, il faudrait noter. Parce qu'on veut faire de l'expression révision constitutionnelle comme un tabou. Que si on parle de la révision constitutionnelle, c'est un monde à part. C'est un sujet de côté.
c'est un sujet qu'il faudrait mettre dans une marmite et couvrir. Non. Du fait que nous sommes dans une démocratie, la révision constitutionnelle n'est pas un tabou. C'est un sujet comme tous les autres sujets. La deuxième des choses, il faut se poser la question, pourquoi on doit réviser la Constitution? On révise une Constitution pour adapter les textes aux réalités sociétales. Lorsque les réalités sociétales sont en décadence avec les textes, nous avons un déséquilibre. Je vous donne un exemple. Prenez l'article 6 de la Constitution. L'article 6 de la Constitution laisse un boulevard total au multipartisme, qui dit que tout Congolais, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas la Constitution de Félix Tshisekedi. C'est la Constitution de la République. De la République démocratique du Congo. Tout Congolais qui a le droit civil et politique peut créer un parti politique. C'est quoi la conséquence de cet article? La conséquence de cet article, c'est la prolifération des partis politiques. Alors, lorsqu'il y a prolifération des partis politiques, nous sommes dans une société désorientée où on ne connaît même pas la quintessence du concept de parti politique. Mais Jojo Maïlé, tu seras d'accord avec moi que ce que tu appelles écart entre les réalités de la société congolaise, parce qu'il s'agit de notre pays, et les dispositions électorales, cet écart n'a pas commencé aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on devrait modifier ou réviser cette constitution aujourd'hui? Pourquoi on ne l'a pas fait hier? Mais il s'avère que quand les... Parce que justement, même parlant de cette prolifération de partis, ça ne commence pas d'aujourd'hui. J'arrive. Il s'avère que quand les intellectuels se mettent pour constater un fait, normalement, il faudrait y remédier. Je pense qu'il y a des choses qui viennent secondairement et il y a des choses qui viennent primairement. Donc, je pense que quand il faut amorcer une certaine retouche à la Constitution, il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la Constitution, il n'y a plus d'autres lois. Si vous lisez Hans Kelsen dans l'hiérarchie des normes, il commence par la Constitution comme la loi de loi. Les traités internationaux, les blocs légalistes et les autres actes qui viennent après. Donc, la Constitution étant le magister dixit, les maîtres a dit, les contrats sociaux selon Hobbes et Rousseau, il faudrait intégrer une certaine lucidité dans ces textes pour orienter la société. Donc, à mon humble avis, je pense que si hier nous n'avons pas eu à toucher à la Constitution, c'est parce que peut-être on n'a pas été très lucide dans ça, ou soit on a voulu s'attarder sur certaines questions. Aujourd'hui, lorsque même vous lisez cette Constitution-là, en droit constitutionnel, on appelle ça pouvoir constituant dérivé. La Constitution elle-même implique certaines instances et certains organes qui doivent la réviser. Article 218 de la Constitution. Qui peut initier la révision constitutionnelle? On commence par une institution, président de la République. Et aujourd'hui, le président de la République, c'est qui? C'est M. Tshisekedi. Si je dois ramifier ce que j'ai dit avec le vocabulaire du début, quand M. Tshisekedi parle de la révision constitutionnelle, ce n'est pas un monde tabou, ce n'est pas une zone taboue, parce que la Constitution lui donne le droit, lui octroie ses droits d'être pouvoir constituant dérivé. C'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel. Donc, un organe, une institution qui peut initier une révision de la Constitution. Une révision constitutionnelle. Donc, de ce côté-là, il ne faudrait pas en faire un sujet de débat. Moi, je pense aujourd'hui, il y a une certaine connotation pessimiste. Cette connotation pessimiste vient du côté de nos frères de l'opposition qui ont l'œil regardant dans une approche politique. Ils pensent, lorsque nous parlions de la révision constitutionnelle, ils ont une dimension politique de cette révision. Alors, on comprend où tu veux en venir. Ils excluent la Constitution. C'était, à mon humble avis, je pars dans une approche analogique. C'est comme un animal qui doit se manger en entier. Jojo Maïlé aime beaucoup les animaux. Hein. Non, comprenez, je suis politologue, je parle en langage technique, comprenez. Alors, la Constitution... Ça nous rappelle les fameux animaux politiques qui a des ambitions illimitées. Voilà, ça c'est Aristote qui l'a dit. Donc, ici, nous avons 229 articles. Si on doit consommer la Constitution, pourquoi l'opposition veut consommer 2 ou 3 articles? Non, il faut en consommer. Donc, il y a des articles, par exemple, je vous parle de la prolifération de l'article 6. De l'article 6. Je vous parle encore d'une ambiguïté de l'article 78, par exemple. Le président de la République choisit son premier ministre au sein de la majorité parlementaire.
il y a un flou de la temporalité. Le président de la République doit choisir son premier ministre quand? On n'a pas précisé. Il n'y a pas une précision. On n'a pas cadré le timing. Il n'y a pas une précision de la temporalité. C'est comme ça que même on est tombé dans cette comparaison avec le Sénégal. Ils ont eu les élections après nous, mais ils ont eu un gouvernement avant nous. J'arrive encore. Cette même constitution ne nous laisse pas un cadre dans lequel où on peut former le gouvernement. Les cadres temporaires. Quand est-ce qu'on forme le gouvernement? Pendant combien de jours après la publication des résultats? Quand est-ce que on part dans cette gymnastique des contentieux électoraux après la publication des résultats? Pourquoi j'ai dit cela? Il y a certaines personnes qui vont dire que la Constitution, c'est une loi mère, elle a des lois subordonnées comme les lois organiques qui doivent la compléter, l'appuyer. Mais avant que les lois organiques complètent la Constitution, il faudrait que la Constitution donne une certaine lucidité sur les questions. Aujourd'hui, nous avons parmi les questions pendantes, il y a la question sur la nationalité congolaise. Le président de la République en a parlé aussi. Une question pendante aujourd'hui, dont la Constitution laisse cette question dans plusieurs quiproquos, mal entendu. La loi même régissant la nationalité congolaise, qui a été promulguée depuis 2004 au regard de la situation post-conflit, n'a été jamais réaménagée. La loi même sur les partis politiques dont je parle n'a été jamais réaménagée. Donc il y a besoin. Quand il y a besoin, je parle même en économie politique, quand il y a besoin, il faut faire quoi? Il faut proposer un bien, il faut proposer des solutions. Donc je pense qu'aujourd'hui, la révision constitutionnelle est opportune. Et il ne faudrait pas toucher par une démarche politique. La révision constitutionnelle n'intéresse pas les politiques. Ici, la révision constitutionnelle, à mon humble avis, intéresse les mondes scientifiques. On doit faire appel aux sociologues, on doit faire appel aux anthropologues, aux politologues et constitutionnalistes. Ça, c'est le monde scientifique. Très bien. Pas les politiques. Non. Parce qu'ils pourront tirer les ficelles de leur côté. Ça, c'est le risque. Un politique est dans l'activisme. Il n'est pas dans l'approche de la réflexion autour de certaines questions. Un politique, lui, c'est le combat. Je vous ai dit, je vous ai dit tantôt, il est dans cette dialectique-là, dans la dialectique de la recherche et de la conservation du pouvoir. Mais les scientifiques, il est dans la réflexion au sein de la gibecière sociétale pour proposer à la société certaines alternatives pour des orientations. Alors, c'est ça que nous avons besoin en tout cas. Très bien. Symphorien Kaembe, Jojo a pris ces 4 minutes très librement. Ça sera à ton tour. Est-ce que tu penses aussi que c'est opportun, dans le contexte actuel de notre pays, que de réviser la Constitution? Merci beaucoup. Moi, à mon humble avis, je ne partage pas l'avis de faire la révision constitutionnelle d'un cas urgent. Okay. Ce n'est pas urgent dans le sens où aujourd'hui les pays... Ce n'est pas opportun ou ce n'est pas urgent? Ce n'est pas urgent. Mais ça peut être opportun. Ça peut être, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, moi je pense que ce n'est pas urgent. Parce que nous avons des questions... C'est ça le débat contradictoire. J'ai vu la tête de Jojo, il s'est étonné. Il a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Comprenez que nous avons des problèmes qui demandent l'attention de tout un peuple actuellement, comme le cas de l'agression de notre pays par un pays voisin. Aujourd'hui, la population congolaise, je ne peux pas dire que la population de l'Est, donc la population congolaise est en train de souffrir face à cette agression. Donc, aujourd'hui, amener un discours dans l'opinion pour réviser la Constitution, je pense que ce discours-là est purement politique. Même si nous allons faire appel aux scientifiques pour qu'on puisse un peu réfléchir de manière à ce qu'on trouve la solution sur cette fameuse révision de la Constitution, vous verrez que la politique va toujours dominer. Parce que lorsque le président a suivi cette question-là, il a répondu. Et sa réponse a essayé un peu d'apaiser la personne qui avait posé ou qui avait soulevé l'idée là. Mais dans le chef des politiciens, c'est une matière plutôt que la diaspora congolaise a offert à l'opposition congolaise. Donc aujourd'hui, l'opposition pense que Tshisekedi est en train de regarder 2023. Donc comme dans une république,
la constitution d'une république ou d'un État républicain ou démocratique se base sur 4 idées. La première idée, c'est quoi? C'est le rejet du pouvoir de l'arbitraire. Deuxième idée, se penche sur la possibilité du contrat social. Et quatrième idée, se penche sur la participation au pouvoir du peuple. Et la quatrième idée, c'est quoi? C'est là où se trouvent les problèmes actuellement, la limitation du pouvoir. Donc, actuellement, les gens pensent directement à certaines dispositions de la Constitution. J'énumère ici, par exemple, l'article 220. Donc, quand vous suivez l'opposition, ils pensent D'ailleurs, que... en préparant l'émission, Symphorien vite sauté sur cet article 220. Jojo a souri de la même manière, d'ailleurs, comme maintenant. Donc, vous comprenez que l'idée principale de la révision de la Constitution se dirige vers l'article 220. C'est légitime, n'est-ce pas? C'est légitime. Mais à quel moment? Pourquoi on veut donner l'impression qu'à chaque fois qu'un président brique un deuxième mandat, il pense à modifier la Constitution? Tshisekedi nous a déjà dit ça. Ne faites pas de moi un dictateur. Donc Tshisekedi, c'est un démocrate. Et il ne va pas modifier ou réviser la Constitution dans le réviser la Constitution d'allonger son mandat. Dans le sens d'allonger ce mandat, je ne vois pas Tshisekedi aller au-delà. Okay. Parce qu'il y a déjà des barrières. Même actuellement, lorsque nous abordons cette question, c'est un peu aberrant pour moi qui est scientifique. Parce que lorsque nous regardons la même Constitution, nous interdit de revoir certaines dispositions. On regarde l'article 219 de la Constitution qui dit lorsqu'un pays est sous un état de siège, on ne peut pas revoir la Constitution. Lorsqu'un état est sous accusation, on ne peut pas avoir la révision de la Constitution. Donc, Jojo Maël, on est quand même d'accord que ce n'est pas le moment. Non, je vais intervenir. Laissez-moi continuer. Donc, vous verrez que la Constitution a mis déjà des barrières à l'état actuel. Donc, ça va se transformer en un débat politique lorsqu'on va lever l'état de siège. À ce moment-là, vous allez comprendre que les régimes que nous sommes en train de soutenir cherchent à tout prix changer certaines dispositions en faveur ou former un esprit dictatorial et les mettre dans l'esprit de Tshisekedi, qui a un esprit démocrate. Donc un démocrate en Afrique centrale que je n'ai jamais connu, c'est Tshisekedi. Donc aujourd'hui, Tshisekedi ne va pas permettre d'aller au-delà, de déranger cet esprit démocratique légué par son père. Donc la Constitution peut subir la révision, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour moi parce que l'urgence, parce que dans les chefs de certains acteurs de l'opposition, ils pensent aujourd'hui que non, nous de l'Union sacrée, nous sommes en train de dire que c'est la Constitution qui bloque que le président puisse matérialiser sa vision. Non, ce n'est pas l'État. Mais néanmoins, il y a certaines dispositions que je partage d'avis pour qu'on puisse revoir certaines dispositions. Parce qu'il y a certaines dispositions qui sont verrouillées. Et ces dispositions-là ne méritent pas la révision. Donc, on peut se mettre d'accord avec les amis de l'opposition. Ça veut dire que pour toi, il y a si on arriverait justement à cette révision de la Constitution, il y a des dispositions qu'il faudrait revoir et il y en a qu'il ne faudrait pas revoir. Exactement. Comme l'article 220. Donc, même si on va revoir... Il est de l'Union sacrée, mais article 220, il a le même langage que respecté les principes. On ne peut pas être de l'Union sacrée et puis soutenir... Non. Alors, revenons, Jojo vient de dire... Tout en étant dynamique, je ne veux pas assez qu'on puisse toucher cet article-là. Parce que l'article 220 garde, c'est que... Tous les combats que les partis politiques sont en train de mener aujourd'hui reposent sur la limitation du pouvoir. D'accord. Chaque personne a son cadre de limitation du pouvoir. Lorsque nous regardons ce que Montesquieu nous a parlé, il a parlé de quoi? La formule traditionnelle de séparation du pouvoir. C'est ça les cadres. Donc, chaque personne doit avoir la limitation de son pouvoir. Donc, chaque fois que nous disons que là où ton droit se limite, le droit de l'autre qui commence. Alors, le président de la République aussi a intérêt à protéger ça. Il ne peut pas abuser de la confiance parce que cette constitution, avant d'en arriver, donc il y a des Congolais qui ont versé du sang pour qu'on puisse obtenir cette constitution, malgré qu'il y a des dispositions qui blessent un peu, mais on ne peut pas aller à ce moment ici, subitement parce que nous sommes au début de la législature, pour qu'on puisse donner la matière à certains
On va ouvrir pour continuer à nous embrouiller parce que moi je vous ai toujours dit que l'urgence ce n'est pas la révision de la Constitution. Très bien. On va revenir. Ailleurs. On va revenir. Jojo tout à l'heure il a dit qu'il y a des dispositions telles que l'article 6 qui ouvre le champ à tout Congolais où il soit, quoi qu'ils veulent, de créer son parti. Ça crée des proliférations des partis. Aujourd'hui, on comprend tous ces tohu-bohu qui règnent dans la sphère politique. Est-ce que c'est par rapport à ça, au moins ça ne serait pas le moment d'essayer de cadrer cet aspect des choses? Rapidement, en 1 minute, comme ça on va revenir avec Jojo qui est en train d'affûter ses armes. Je pense que l'article que mon ami a soulevé, l'article là bloque quoi dans le développement de notre pays? Jojo Maël, c'est ça. Parce que lorsqu'on regarde le développement ou l'émergence de notre pays, est-ce que la Constitution donne la possibilité à tous les acteurs politiques de barricader ou de déranger? Non. Donc la prolifération des partis pour s'informer n'est pas un problème aujourd'hui. Quand nous allons dans notre société, je trouve que la multiplicité des partis politiques ne donne pas la chance. Mais dans les cas sous examen, est-ce que c'est la disposition qui bloque aujourd'hui que les choses ne puissent pas marcher plus tôt? Non. Je ne pense pas que c'est la disposition qui bloque aujourd'hui que les choses ne puissent pas marquer. Ce n'est pas l'urgence de modifier cet article-là. On peut modifier, mais pas maintenant. Parce que lorsqu'on va modifier, on ne va pas modifier seulement un seul article. On va revoir, parce que nous sommes politiques. Il faut les noter. Nous sommes politiques. Quand vous laissez un champ libre à un politicien, il va en profiter. Voilà. Je pense que on va faire un examen très approfondi de ce que mon frère a dit. Je pense qu'il y a des contraires avec mon argumentation. C'est là aussi la beauté de la démocratie. Alors, je pense que... Surtout la beauté de cette émission. On peut se contredire en toute propreté. Exactement, je commence par l'article 6. Quand je parle de la prolifération, c'est une anomalie aujourd'hui qui gangrène la société avec la multiplicité des partis politiques. Oui, c'est une anomalie. Une anomalie qui, comme une épine au sein du champ politique. Quand il y a une anomalie, automatiquement, il faudrait l'élaguer. Et je pense que l'effet d'éradiquer cette anomalie, c'est modifier cet article-là. La Constitution, il fait pas. Donc, je pense que quand on nous pose la question par mon estimé frère, quelle est l'entrave de cet article? Mais cet article désoriente la société au regard de la conception pure du parti politique. Aujourd'hui, quelle est la conception d'un parti politique aujourd'hui? Le parti politique n'a plus sa conception pure. Nous avons un très mauvais rendement. Si je rentre dans une approche très pédagogique d'un parti politique, je vais dans les fonctions traditionnelles qui sont très logiques. On vous dira la formation, la sélection et l'encadrement. Est-ce que dans les partis politiques aujourd'hui, il y a la sélection des militants? Il y a la formation des militants et cadres. Il y a l'encadrement des élus. Mais il a demandé en quoi est-ce que ça bloque? Ça ne bloque pas, mais ça produit des personnes non qualifiées. Parce que on est quand même d'accord, ça produit des personnes non qualifiées. Parce que les rapprochez votre micro. Oui, ça produit des personnes non qualifiées. Parce que les personnes qui doivent gérer les appareils institutionnels ou l'appareil institutionnel en général, comme l'État, proviennent automatiquement à 90% des partis politiques. Alors, un parti politique doit connaître sa fonction ou ses fonctions traditionnelles. Quand un parti politique ne sait pas former ses cadres et militants, quand un parti politique ne sait pas encadrer ses élus, parce que la dimension de l'encadrement, c'est lorsque nous sommes au sein des institutions et les partis politiques doivent vous encadrer pour vous dire que voilà comment on fait les choses, voilà comment nous partons, même par l'éthique de la gestion. Tout ça provient des partis politiques. Je veux vous donner encore un exemple d'une anomalie au fait qui bloquait l'article 86. Je rappelle que ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile. Non, n'est pas parole d'évangile. Il a l'habitude de dire que les partis politiques, ce sont des États en miniature. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à la Constitution de donner aux partis politiques la matière pour former ces cadres. Ça, c'est pas la Constitution. Non, je ne parle pas. Parce que tout ce qu'il est en train de soulever, je ne refuse pas. C'est légal. Mais ce n'est pas la Constitution de donner la matière aux partis politiques pour former ces cadres. Ici, on peut rester même à deux.
tout ce qu'il dit, je suis d'accord. On peut rester à deux partis dans ce pays. Et il y aura toujours un parti qui ne va pas former ces cadres. Là, Non, vous allez attribuer l'erreur à la Constitution. je suis dans l'optique de la zone d'action où la Constitution doit être un parchemin d'encadrement. Je suis dans cette zone-là parce qu'il y a un fait, si on appelle les sociologues, on vous dira qu'il y a un fait qui est sociétal, qui doit être remédié. Et comment est-ce que ça doit être remédié? Je suis dans l'alternative piste des solutions. Alors, ici, certes que si nous partons dans un bipartisme ou tripartisme ou un multipartisme contrôlé, certes qu'il peut y avoir certains partis politiques qui vont pas former ou encadrer, mais au moins la dose de cette anomalie va être tempérée. Au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, chers frères, nous avons des partis politiques, des circonstances. Certaines personnes qui forment des partis politiques des uniquement pour des circonstances électorales. À la veille des élections, on crée des partis. Il y a des des partis politiques aussi qui sont créés parce que M. Tshisekedi est au pouvoir. Alliance de Tshisekedi, c'est je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez, tout ça, ça doit être réglementé. Il faut le faire dans la Constitution. Non, j'ai dit la Constitution doit donner un modèle et la loi régissant les partis politiques. Parce que la loi, j'attendais de lui. La loi qui régit... Parce que la Constitution, déjà, la Constitution n'a pas le pouvoir délimiter. Non. La Constitution a éclairé. Vous savez, à la loi délimiter le nombre des partis politiques. Comme on vient de le dire, la loi va appuyer les La Constitution dit que nous sommes dans un pluralisme politique. Voilà. Et puis il continue, tout Congolais, on peut dire ceci, nous sommes dans un pluralisme politique, dans un système tripartite ou multipartisme limité, que tout Congolais peut s'affilier à un bloc quelconque, selon sa conviction. S'affilier, pas créer, mais s'affilier. Mais la Constitution reste. Pose... Non, en quoi est-ce que ce multipartisme bloque la marche du pays? Je ne vous dis pas la marche du pays, mais je vous dis la qualité de ces personnes qui se présentent aujourd'hui comme politiques. C'est ça, en fait. Et membres des partis politiques. Et membres des partis politiques. Donc, c'est la qualité de ces personnes-là. J'avance pour ne pas m'attarder sur cette question des partis politiques. Mon frère a relevé une question, la question sécuritaire aujourd'hui. Nous poussons le président Tshisekedi. Il a d'ailleurs dit, c'est un Florian Karimbe, que la question sécuritaire est beaucoup plus importante. Exactement. Et beaucoup plus urgente. Il a d'ailleurs raison. Beaucoup plus urgente qu'une question relative à la révision de la Constitution. Voilà une démarche qui est élastifiée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, non plus la Constitution de M. Tshisekedi. C'est la Constitution de la République. On va tout le temps lui rappeler. Non, pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est pour, comme Socrate a dit, c'est pour détruire le faux savoir qui est dans la tête des Congolais. Ils pensent que M. Tshisekedi a un monopole sur la Constitution. Et je pense que ce n'est pas le cas pour le Congolais qui est en face de toi. Non, j'ai dit pour ceux qui sont à la maison. Lui, il est un initié. Il comprend de quoi je parle. L'article 86. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà une gymnastique. Non, j'arrive. Dans le contexte actuel, j'arrive. Le président Tshisekedi ne peut pas amorcer une guerre contre le Rwanda. Même si les institutions étaient assises aujourd'hui, le président Tshisekedi doit partir par cette gymnastique-là. Le Conseil des ministres, avoir l'avis favorable du Sénat et de l'Assemblée nationale, et puis le Conseil supérieur de la défense. Voilà cette gymnastique. Est-ce que c'est mauvais? Je pense que... C'est pour prendre suffisamment de mesures, suffisamment de précautions, parce que la guerre, nous savons ce que ça peut nous coûter. Voilà ce que j'ai dit, à mon humble avis, voilà ce que je peux présupposer. Le président Tshisekedi doit consulter le Conseil supérieur de la défense, point barre, et puis déclarer la guerre. Ok. C'est toi qui as parlé de la Conseil supérieur de la défense, peut-être à une réunion élargie avec les ministres de la défense. Pourquoi j'ai dit cela? Par des manigances politiques aujourd'hui. Par des manigances politiques, parce qu'en politique, on n'est pas prévisible, tout peut arriver. L'Assemblée nationale, par le biais de son président, je ne parle pas de l'actuel président, j'ai dit l'Assemblée nationale comme institution. On en parlera, il y a un président provisoire. Comme institution pourrait bloquer. Le Sénat, comme institution, pourrait bloquer. Mais le Sénat ou l'Assemblée, la Chambre basse peut bloquer pour des raisons... Oui, c'est pourquoi j'ai dit, les bas blessent. Pourquoi partir par cette gymnastique-là? Parce que dans l'approche sécuritaire, l'instance ou la structure qui entre plus en évidence, c'est le Conseil supérieur de la défense. Le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil des ministres sont plus des structures politiques.
Donc je pense que s'il y a une expertise ou une technicité qu'on veut consulter, normalement, à mon humble avis, on doit partir par les conseils supérieurs de la défense. Et on se limite là. On se limite là, peut-être, on peut faire une ouverture au ministre de tutelle, le ministre de la Défense. Le président de la République doit faire appel au Conseil supérieur de la Défense et au ministre le Conseil supérieur de la Défense et le ministre de la Défense pour déclarer la guerre. Mais voilà la gymnastique qu'on nous donne ici. Donc si M. Tshisekedi voudrait déclarer la guerre aujourd'hui, il doit commencer à se plier par cette gymnastique. Ça, c'est la constitution qu'il est. Et donc, pour Jojo Maele, ça fait partie du dispositif qu'il faudrait exactement, c'est pourquoi réviser. C'est pourquoi parce que c'est l'approche sécuritaire. Mais pour s'informer, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Faut attendre plus tard. Il est parmi les Congolais. Il est parmi les Congolais aujourd'hui qui crient à la déclaration de la guerre. Mais la déclaration de la guerre n'est pas le fruit de celle de M. Tshisekedi. La déclaration de la guerre, c'est une gymnastique constitutionnelle. Donc, partons dans cette approche. Monsieur Semfera, vous voulez que nous déclarions la guerre? Oui, nous les concédons. Mais dans quel format? Est-ce qu'il peut suivre, je dirais quoi, les mêmes chemins lorsque le président de la République a déclaré l'état de siège? Est-ce qu'il y a une autre disposition? Il a déclaré chez lui à la maison où il avait consulté les conseils, il a consulté, c'est un conseil des ministres, et puis c'est validé par les deux chambres. C'est la même gymnastique, non? Pourquoi ne pas le faire quand Pourquoi ne pas le faire? C'est ça la question. Moi, je trouve que ça, c'est un faux fiant. C'est la même gymnastique, mais c'est deux contextes différents. Pour lui, cette gymnastique semble longue et c'est mon cher ami, parce que c'est la même chose déclarée. Donc, la guerre et l'état des sièges. L'état des sièges, c'est la même chose. Parce que le président de la République n'a pas pris la décision seul à la maison. Chez lui à la maison, avec maman Denise, non, aujourd'hui c'est l'état des sièges. Non. Il est passé par cette gymnastique. Étant une institution comme d'autres institutions, il a consulté d'autres institutions avant d'obtenir la décision de l'état des sièges. D'accord. Aujourd'hui, pour déclarer, l'article de la Constitution ne bloque pas le président de la République. Admettons que nous sommes dans un État républicain et démocratique. Dans un État démocratique, on ne peut pas fabriquer un chef d'État, un dictateur moderne. Non, moi je ne veux pas qu'on puisse faire des dictateurs qui prennent des décisions sans consulter les autres. Non, parce que l'erreur est humaine. Donc, il est de son droit de consulter d'autres institutions. Notre pays a des institutions et chaque institution a sa part de responsabilité dans la gestion de la res publica. Donc, le président de la République, qui est une institution, ici je parle comme une institution, pas la personne de Tshisekedi. Parce que lorsqu'on parle de la personne de Tshisekedi, on voit directement l'IDPS. Maintenant, enlevons cette image-là de lui considérer comme un membre de l'IDPS, mais de lui considérer comme un chef d'État, comme président de la République. Donc, la Constitution ne mérite pas seulement des modifications telles que mon ami est en train de le soulever. Moi, je dis ceci, je suis favorable. Mais les moments que nous sommes en train de traverser actuellement ne nous obligent pas, ne nous demandent pas une révision. La révision n'est pas urgente à ce moment ici. Donc, dire aujourd'hui que déclarer la guerre, il y a trop de gymnastique, oui, nous sommes dans un État démocratique et nos institutions, l'architecture d'un État est bien établie dans notre pays. Donc, le président de la République, aujourd'hui, ça peut bloquer le président de la République si une institution, par exemple, le Sénat, était dirigé à quasi-totalité par l'opposition. Mais la majorité, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, reviennent à l'union sacrée. Donc, il peut aujourd'hui initier. De la même façon qu'on avait fait pour l'état des sièges, c'est de la même façon qu'on peut déclarer. Donc, dire aujourd'hui que c'est la Constitution qui bloque le chef de l'État pour déclarer la guerre, je trouve que ce n'est pas une bonne adresse à donner aux gens qui sont en train de nous suivre. Ça, la bonne adresse, il faut le rappeler à Jojo Maele. La bonne adresse, ce serait quoi? Peut-être nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour déclarer la guerre. Nous ne sommes pas prêts parce que nous ne sommes pas non plus prêts à réviser la Constitution. Voilà. Alors une question. La révision de la Constitution, pour moi, comme je suis en train de le répéter, la révision de la Constitution, ce n'est pas de l'eau qu'on doit aller chercher pour préparer les foufous pour que les Congolais mangent. Non, ce n'est pas ça. On ne doit pas retoucher la Constitution pour que les Congolais mangent. On ne doit pas retoucher la Constitution. Il y a une question dans ce sens-là. Mais avant ça, Symphorien, moi, je suis favorable qu'on puisse amener une matière nouvelle.
La matière nouvelle, c'est quoi? Aujourd'hui, la question des Congolais. Moi, je ne parle pas, je ne regarde pas Kinshasa tout simplement. Aujourd'hui, les Congo est désenclavé à l'interne. Qu'est-ce qu'il faut pour désenclaver les Congos? Donc, c'est ça des questions que nous sommes en train d'attendre pour faire les débats. Aujourd'hui, nous amenons encore une question sur la révision de la Constitution, réviser nos tests, revoir. On doit revoir jusqu'à quand? Quel risque? Quel risque nous courons, Symphorien, si nous arrivons justement à déclencher un processus amenant à la révision de la Constitution? Quel risque nous courons aujourd'hui? Le risque que nous courons aujourd'hui, c'est les progrès. Parce que nous sommes en train de chercher comment les pays doivent se développer. Et il y a un camp qui pense duper le président de la République tout en lui sautant à l'oreille qu'on doit réviser la Constitution, comme c'est un champ de bataille pour le deuxième mandat. Le deuxième mandat du chef de l'État, lorsqu'il a fait il nous a étalé ce discours, ne se focalise pas sur la révision de la Constitution, c'est sur le bien-être de la population. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont menti le président de la République au premier quinquennat et ils pensent aujourd'hui que on peut encore faire la même chose, de chuchoter et duper le président de la République, des intentions personnelles des personnes qui pensent qu'aujourd'hui on peut te faire, tu peux aller au-delà. Non. On peut aujourd'hui faire que Tshisekedi puisse aller au-delà même de 5 ans. Mais s'il n'y a pas de base qui fait assez que les pays puissent se développer, ce n'est pas la limitation du mandat qui fera assez que Tshisekedi puisse réaliser son programme. Donc il y a plusieurs brèches qu'on doit ouvrir. Non seulement la Constitution, que je ne trouve pas vraiment sa révision opportune. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus, mon frère. Donc on ne doit pas aujourd'hui créer un débat politique. Ça, c'est un débat politique. Ce n'est même pas un débat scientifique. Et regardez comment ça a changé. Hier, on était en train de parler comment les gouvernements tardaient, les bureaux définitifs. Mais lorsque cette question est tombée, directement, tout le monde a commencé à chanter révision de la Constitution. Vous n'allez pas réviser, changement. Il y a des choses on doit changer, la Constitution. Il y a des là qui pensent qu'on doit réviser certaines dispositions. Je pense que j'admets ce qu'il dit, c'est son raisonnement. Mais je commence mon raisonnement... Une minute, on va prendre une dernière question. Je commence mon raisonnement en disant ceci. Que l'effet que M. Tshisekedi parle de la révision constitutionnelle n'est pas une infraction d'abord. C'est que la Constitution elle-même lui octroie ses droits. La deuxième des choses, lorsque je parle de l'article... Là, il faut rectifier. Ce n'est pas une question soulevée par Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi qui a voulu que la Constitution soit révisée. Non, je ne parle pas de M. Tshisekedi par sa volonté. J'ai dit si. Je parle, ce sont des conditions. C'est une conditionnalité. Je parle de l'article 86. Je vais faire une analogie avec l'article 82. Rapidement. L'article 82 dit ceci. L'article 86, selon Joe Mayele, par rapport à sa modification, le président doit consulter... C'est pas quand même Joe qui va modifier la Constitution. Non, on a peur. Il en a les droits. C'est une supposition pour dire que, pour moi, il faut écourter cette gymnastique. Le président doit consulter le Conseil supérieur de la magistrature et c'est fini. Voilà l'exemple. Okay. Voilà l'exemple dans l'article 82 qui dit ceci. Les présidents de la République nomment et relèvent de leurs fonctions en cas échéant et révoquent par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, Article 82. Pourquoi? Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe technique qui s'occupe du pouvoir judiciaire. Donc, quand le président de la République doit nommer les magistrats des sièges, il doit se référer à cet organe technique, point barre. Pourquoi la Constitution ne dit pas qu'il doit aussi avoir l'aval du Sénat et de l'Assemblée nationale? Je pense que c'est une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction, mais je pense que c'est une complémentarité. Je pars aussi de l'article, vu que nous sommes en train de courir derrière le temps, je prends l'article 58, les sociales du Congolais. Vous pensez que M. Joe Mayele ne se promène pas à Kinshasa où je vole sur des avions? Non, je prends aussi des bus en commun comme vous. L'article 58 qui touche les cœurs du social des Congolais. Voilà ce que dit cet article. Cet article nous laisse dans une zone d'ambiguïté extrême. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Alinéa 2. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Je nous pose la question. Quelles sont les modalités de la redistribution équitable de ces ressources?
Parce que la Constitution dit seulement que l'État doit répartir équitablement. Mais quel est le mécanisme? Quel est le mobile? Donc, ça reste une disposition vague. Une ambiguïté totale. C'est comme si on mettait du sucre dans l'eau. On vous dit que c'est l'été. Entre guillemets. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand je cible ces articles, il y a lieu. Parce que lorsqu'on parle de la redistribution équitable, c'est la capacité distributive de l'État. Donc, il faut qu'il y ait, justement, ce qu'il est en train de dire. Il faut qu'il y ait une modalité. Peut-être vous êtes un père de famille. Il y a une notion qui vient de soulever l'équitabilité. Un père de famille, vous avez 5 000 francs. Allons-y même dans la mathématique, étant donné que nous ne sommes pas des sciences. Mais est-ce que les richesses du Congo sont quantifiables? Non, je ne parle pas des richesses. Je parle, c'est parce qu'il parle du partage équitable. Okay. Le partage équitable, c'est en fonction de quoi? C'est lorsqu'on regarde ce que chaque province donne en termes de quoi, des recettes. Okay. C'est ce que l'esprit de cet article-là nous dit ici. D'accord. Pour conclure sur ce sujet autour de la révision de la Constitution, vous êtes d'accord avec moi, Jojo Symphorien, que le bénéficiaire principal de toutes les dispositions constitutionnelles, c'est la population. Est-ce que vous pensez que la population, avec la forme actuelle de la Constitution, avec les dispositions actuelles de cette Constitution, est-ce que la population ne se retrouve pas? Est-ce que la population ne gagne pas avec les dispositions actuelles pour que l'on arrive justement à réviser ces dispositions constitutionnelles? 30 secondes à chacun. Est-ce que la population ne se retrouve pas? La population, à mon humble avis, ne se retrouve pas totalement parce qu'il y a certaines dispositions... Donc il faut qu'on révise la Constitution. Il y a certaines dispositions... Lorsqu'on tente de réviser, c'est seulement pour la survie politique des acteurs politiques. Et pas pour la population. Et pas pour la population. Vous comprenez? Très bien. Donc, est-ce que la population, et 30 secondes, est-ce que la population ne se retrouve pas? Donc, il faudrait que l'on révise. Oui. Moi, je suis partisan et adepte de la révision constitutionnelle. Et je suis très partisan de ça. Au regard de tout ce qui se trouve, de toutes les anomalies et des incohérences, moi, je parle même des ambiguïtés. Quand on parle d'une ambiguïté, donc c'est un flou total. Très bien. Donc, je suis très partisan. Alors, on reviendra bien sûr sur cette question autour de la révision de la Constitution. Parmi les questions qui poussent certains acteurs politiques comme Jojo notamment à vouloir qu'il y ait révision constitutionnelle, c'est aussi ces caprices que l'on trouve souvent à organiser des élections dans des institutions telles que l'Assemblée nationale. On en parle maintenant, comme vous le savez, d'ailleurs, il y a un communiqué officiel qui vient de nous montrer le calendrier d'ailleurs de ces élections pour les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. On le lira tout au long de cette émission rapidement. Mais avant tout, je commence avec toi, Symphorien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Je commence d'abord par la publication du calendrier électoral plutôt, qui a été publié le 27 avril par le PP Mbosso, qui est aujourd'hui... PP Mbosso, oui. Je crois que je n'ai pas bien compris. Le PP Mbosso, je crois aujourd'hui tout le monde a Jojo, tu comprends? Il n'est pas démocrate. Il n'est pas démocrate. Aujourd'hui, il est en train de multiplier des chiffons de communiqués, des chiffons noirs d'ailleurs qui ne sont pas blancs. Il est en train de multiplier des chiffons pour éclairer l'opinion et malheureusement, ce sont des fichiers, des chiffons noirs. Quand vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui et avec l'allée où vont les choses, M. Mbosso se prend pour un tout-puissant aussi longtemps que dénominateur commun, c'est Élie. Donc, il est au même rang que tous les Élis. C'est seulement dans l'organisation, dans une société là où il y a des gens, il y a toujours une organisation. Et on vous a donné ces pouvoirs-là de gérer de manière provisoire les bureaux. Et le PP Mbosso se prend pour un roi du Congo et il n'écoute personne. Il est en train de multiplier des chiffons, de communiquer. Il prend même des décisions qu'un bureau provisoire ne peut pas prendre. Il a même déjà violé les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Donc, jusqu'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait... Il a publié ça après quoi? Une motion contre... Il a publié ces chiffons qu'il a publiés, si c'est hier, si c'est aujourd'hui. Après quoi? Après la pression des élus du peuple. Hier, M. Mbosso a bloqué les portes de l'Assemblée nationale. Il a bloqué l'accès à tous les élus du peuple. Et M. Mbosso se prend pour qui? Il se prend pour qui? Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense bien que Mbosso doit se reposer. D'ailleurs, je l'ai dit tantôt dans plusieurs émissions, pour l'intérêt
pour honorer notre génération, le président de la République doit laisser Mbosso comme un député, point barre. Il ne doit pas lui laisser encore la chance de diriger soit une société, une entreprise, soit être dans un conseil. Symphorien, ça sent de l'acharnement contre... Non, ce n'est pas de l'acharnement. On ne peut pas comprendre après 5 mois. On connaît déjà que c'est l'Union sacrée qui a la quasi-totalité des députés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui bloque pour l'organisation des élections? Aujourd'hui, il publie les calendriers qu'il publie. C'est quel calendrier? Parce que le calendrier qui a été publié le 27 avril, donc tout le monde avait applaudi. Mais M. Mbosso a manqué l'occasion de se faire désadier par la population congolaise. Parce que lui... L'occasion de sortir par la grande porte. Lui n'aime pas sortir par la grande porte. Moi, j'étais en train de réfléchir que aussi aujourd'hui, Mbosso organise l'élection à cette institution-là. Peut-être c'est un cadeau qu'il est en train d'offrir aussi à la population congolaise du fait qu'il y a eu beaucoup de failles durant son mandat dans cette institution-là. Mais regardez ce que M. Mbosso est en train de nous offrir aujourd'hui. Nous sommes en train de parler d'une question qu'on ne pouvait même pas parler. Donc, M. Mbosso a démontré l'hypocrisie politique autour du président de la République. Et le président de la République doit être prudent avec un monsieur comme ça, parce qu'il a bloqué toute une institution, il a bloqué beaucoup de choses. Il y a un mois que les députés qui sont élus, confirmés même par la Cour constitutionnelle, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Maintenant, c'est la République qui avance ou c'est la famille Mbosso qui regresse. Alors, rapidement, Jojo Maele, je crois qu'on a fini avec J'en appelle à la médiation du président de la République. Vous savez, il est dit que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Les mandats est toujours porté par une personne qu'on appelle président de la République. Nous sommes en train de voir une théâtralisation de l'institution Assemblée nationale par son président provisoire, M. Mbosso. Et moi, je pense que on dit les acteurs passent, mais les institutions restent. Il faudrait que M. Mbosso puisse assimiler cette notion. Certes que nous sommes de l'Union sacrée, oui, mais on ne peut pas taire certaines antivaleurs. On ne peut pas taire certaines manières de se mécomporter au regard de la population, parce que nous vendons positivement l'image de M. Tshisekedi. Alors, lorsque nous voyons qu'il y a des éléments ou des maillons qui font à ce que l'image de M. Tshisekedi soit très mal vendue, il faudrait les dénoncer. Vous savez, aujourd'hui, M. Jade, le Parlement est un poumon très important dans ce système semi-présidentiel qui fait à ce que la légitimité du gouvernement dépend du Parlement. Alors, quand le Parlement n'est pas assis, automatiquement, le gouvernement aussi ne sera pas assis. Parce que pour que le gouvernement entre au travail, il faudrait que le Parlement approuve ce gouvernement par les deux tiers. Donc, je pense que M. Mbosso, avec toute l'expérience qu'il a eu à avoir pendant tout ce temps qu'il a évolué dans la scène politique, il serait mieux, comme mon ami a dit, de sortir par la très grande porte. Je mets même au superlatif, par la très grande porte, d'organiser les élections le plus vite possible. Très bien. Parce que le Congo n'est pas un bien privé. La seule personne qui a voulu caporaliser le Congo, malheureusement, il est mort. Léopold II. Très bien. Cette personne qui a voulu ce côté historien il a voulu caporaliser le Congo, il est mort. Si les gens comme Léopold II, et qui était tout puissant, il est mort. Il a été tiré par la Belgique. M. Mbosso. Donc, très bien, on est arrivé à la fin. Beaucoup. Nous aimons beaucoup Mbosso. Mais à un moment, lorsque nous parlons des questions républicaines, la dimension sensationnelle est inexistante. Très bien. C'est cette dimension républicaine. Donc, faites-nous les élections et puis je pense que bon mandat aussi à M. Caméré. Cette fois-ci. Bon, il n'est pas encore élu, il faut attendre. Bon mandat, c'est une préfiguration parce que j'ai toujours ce tic de préfigurer. J'ai préfiguré un mandat fructueux à Mme Fifi Masuka. Vous avez vu, elle a battu record là-bas. On a même dit Allié Mitou 4. Bon, on en parlera. C'est un animal politique. Elle nourrit ses ambitions. Alors, on va rapidement lire ces communiqués nous venus, bien sûr, de la présidence provisoire de l'Assemblée nationale avec le concours de la technique, rapidement, s'il vous plaît. On va lire ensemble pour nos téléspectateurs. C'est comme une précision pour Symphorien. Le communiqué est daté du 8 mai 2024, fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. On va lire rapidement les deux premiers articles. Le calendrier de l'élection et
et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale comporte 5 phases ci-après. Premièrement, dépôt de candidature, examen des dossiers des candidatures, affichage des listes des candidats retenus, campagne électorale, audition des messages des candidats au cours de la séance plénière, suivi de l'élection et installation officielle du bureau définitif. Article 2, le calendrier électoral se présente comme suite. Premièrement, vendredi 10 mai et lundi 13 mai 2024 de 9h à 17h, dépôt des candidatures. Mardi 14 mai 2024, examen des dossiers des candidatures. Mercredi 15 mai 2024, affichage des listes des candidats retenus. Jeudi 16 mai 2024 de 9h à minuit, campagne électorale. Samedi 18 mai 2024 à partir de 11h. Audition en séance plénière des messages des candidats, élection et installation officielle du bureau définitif. Nous espérons bien sûr que votre rédaction pourra envoyer quelques éléments au cœur de cet événement qui nous attend évidemment ce 18 mai du côté bien sûr de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup chers amis, merci d'avoir pris part à... C'est vrai que nous sommes fouettés par le temps, on n'a pas pu tout se dire. On va rapidement se rappeler c'est dont il a été question dans cette émission. Je vais commencer avec Jojo Maele. Tu connais cet exercice en quelques secondes. Est-ce que tu reconnais avoir dit dans cette émission que l'expression révision constitutionnelle n'est pas un tabou et n'est pas... Exactement, je les reconnais. Ça, c'est un concept purement... Et ce n'est pas une infraction. Purement technique à Joe Maele. Et je les reconnais. Très bien. Et tu dis que c'est l'opposition qui consomme mal la Constitution. Exactement, je l'assume encore. Et tu dis que cette révision constitutionnelle devrait être une demande scientifique, non pas une demande politique. Je l'assume. Une démarche ou une demande scientifique. Je l'assume. Très bien. Et tu dis que dénoncer, tu as dit dans cette émission, dénoncer les maillons qui salissent la réputation du chef de l'État, c'est aussi ça l'union sacrée. Et donc s'il faudrait dénoncer Mbosso ou Kazadi, il faut le faire. On le fait déjà. Exactement, je l'ai dit. Et parce qu'il ne faudrait pas dilapider l'argent des Congolais comme si c'était ta poche privée. Aujourd'hui, déjà, par les canaux de l'IGF de Messalinguet, il y a une différenciation entre les finances de l'État et les finances privées. Donc, si M. Kazadi aujourd'hui s'hazarde avec les finances de l'État, automatiquement, on doit en parler, donc, je pense. Très bien. Je fais un petit clin d'œil à mon réalisateur, Valdi Makavanga. Il est resté sur moi. Je pense qu'il avait envie de me voir. Alors, je vais me retourner rapidement vers toi, Symphorien KMB. Tu as dit dans cette émission que la révision de la Constitution n'est pas une question urgente en ce moment. Pas urgente. Pas maintenant, c'est pas le moment. Pas maintenant, donc ce n'est pas un problème. Et tu as dit que ça peut être opportun, mais plus tard. Plus tard. Tu as dit que la priorité est ailleurs et sur d'autres questions, notamment la question de la sécurité, question bien sûr liée à la répartition des richesses du Congolais. Exactement. La sécurité, actuellement, la question qui blesse tout Congolais, c'est la sécurité. Donc le pays doit être sécurisé. Et tu as dit dans cette émission que ce n'est pas la délimitation d'un mandat qui pourra amener les changements au pays. Justement. Donc les opposants n'ont pas à avoir peur, ils n'ont pas à créer un dictateur moderne. Oui. Et donc ils sont en face d'un démocrate qui ne va jamais accepter. Je mets ma main à couper. Tshisekedi va faire 5 ans et puis on se limite là. Il va se limiter là, il va partir. C'est un démocrate. Enfin, tu reconnais avoir dit que Mbosso, en l'appelant Pépé, je prends ton expression, n'aime pas sortir par la grande porte. Oui. Je reconnais avoir dit ça. Oui, je reconnais. Il cherche d'une sorte d'humiliation. Et pourtant, il a déjà servi la nation. C'était une occasion pour lui de dire adieu à la population parce que je ne vois pas qu'il va être un chef quelque part. Pour d'ailleurs, permettez-moi, je vais conclure par là. Donc, les chefs de l'État, s'il vous plaît, pour le respect de notre génération, que M. Mbosso ne puisse pas trouver même un président qui ne soit pas même président des conseils d'administration cette fois-ci. Très bien, merci. Il doit aller donc se reposer. Merci il a beaucoup. déjà fait beaucoup pour la... Merci Symphorien KMB. En regardant Jojo Maele, comment tu as trouvé ces interventions tout au long de cette émission? Donc c'est un exercice démocratique. Donc est-ce qu'il a été
un bon co-débatteur pour toi. C'est un bon co-débatteur parce qu'il a soulevé des dispositions donc, pertinentes d'ailleurs. Très bien. Vous êtes en face d'un scientifique. Donc, et le débat était très scientifique. Je vous en remercie. Jojo Maïlé, comment tu as trouvé les interventions de Je pense que c'était très sportif. Il y a eu de la crème intellectuelle. Bien sûr. Et je pense qu'à chaque fois que je suis avec M. Symphorien, il me fait toujours naviguer dans les panthéons des grands esprits. Très bien. C'est ce que je pouvais dire. Nous avons navigué dans les panthéons des grands esprits. Vous l'avez remarqué, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir accordé votre attention. C'est avec cette note que nous clôturons cette émission Débat contradictoire. Vous le savez, le créneau reste le même. Dressons nos fronts longtemps courbés pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. C'est comme ça que nous bâtirons ce pays au cœur de l'Afrique. Que le Seigneur continue de vous protéger. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. Merci beaucoup à Armand Bouka et Ebenezer Bouanga de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Célestin Kalombo à la technique qui a été derrière toutes les caméras, Valdi Makavanga à la réalisation sous le contrôle de Yannick Tomba. Je vous retrouve donc, comme je viens de le dire, la semaine prochaine. Au revoir.